Bienvenue dans cette seconde partie de Tout est politique. Si vous nous rejoignez, notre invité cette semaine, Brice Hortefeux, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen UMP, intime de Nicolas Sarkozy, ancien ministre de l'Intérieur. Vous avez été ministre de l'Immigration. Fiché des élèves musulmans dans des écoles de Béziers en fonction de leur prénom. Est-ce que cela vous choque? Bon, naturellement, c'est pas la bonne méthode. Et pour autant, il ne faut pas balayer le sujet du recensement, de l'étude, de la meilleure connaissance pour lutter contre la discrimination. Il ne faut pas balayer ça d'un revers de main. Vous avez par exemple une association qui s'appelle le CRAN, qui est le Conseil représentatif des associations noires, qui s'était battue, notamment lorsque j'étais ministre de l'Immigration, pour essayer d'obtenir que l'on puisse construire et utiliser des statistiques ethniques. C'est cette association-là qui était très en pointe sur ce sujet. On avait un peu réfléchi, c'était assez compliqué d'ailleurs juridiquement, mais ce qui est certain, c'est que la connaissance permet l'amélioration et le progrès. Donc vous êtes plutôt favorable, vous, à des statistiques ethniques? Le mot n'est pas, évidemment, c'est pas une très belle sonorité, mais je suis pour une meilleure connaissance en matière de logement, en matière d'apprentissage de la langue, en matière d'emploi, pour essayer de corriger certaines inégalités. Donc je suis pour une meilleure connaissance. Maintenant, il faut faire très attention, ce sont des concepts qui sont compliqués, qui sont peut-être pour certains des chiffres rouges. Donc vous avez mais je pense que, encore une fois, c'est en connaissant les difficultés qu'on résout les problèmes. Mais est-ce qu'au moment où le Front National, au milieu de tous cet embrouillamini de la famille Le Pen, essaye de se dédiaboliser, est-ce que finalement M. Ménard n'est pas en train de faire la chasse aux musulmans, de ne pas l'impression de faire la chasse aux musulmans et de diaboliser à nouveau le Front National? C'est peut-être une des conséquences, je ne suis pas sûr que ça soit l'objectif, mais en tout cas c'est peut-être une des conséquences. En tout cas, à l'évidence, c'est une initiative qui est une initiative particulièrement maladroite, et donc il y a une émotion qui est assez compréhensible. Mais mis à part l'émotion, vous vous dites que recenser, faire des statistiques autour du prénom, de la religion, c'est quelque chose qui mais ça se fait à l'étranger, je crois que oui, ça se fait à l'étranger. Ça se fait en Angleterre. Ça se fait dans plusieurs pays, d'ailleurs des pays plutôt de tradition anglo-saxonne. Oui. Et ce que je vous dis, c'est qu'une association qui le revendique très fortement, l'association représentative des associations noires, c'est comme ça qu'elle se dénomme, cette association, moi, m'avait sollicité très fortement, lorsque j'étais en charge de ce secteur, m'avait sollicité de manière à ce que nous puissions autoriser ces statistiques ethniques. Après débat, cela n'avait été écarté, mais peut-être faut-il réfléchir à la meilleure manière de connaître les défis de manière à pouvoir les surmonter. Voilà. Mais vous ne craignez pas qu'il y ait davantage, à cause de cette affaire créée par M. Ménard, qu'il y ait davantage de clivage entre la communauté musulmane de France et puis le reste des Français? Bien sûr, mais c'est un sujet extraordinairement sensible. C'est pour ça que vous m'entendez, je suis très prudent dans les mots que j'utilise, parce que les mots ont une portée symbolique, et si on agite des symboles, on peut enflammer, naturellement. Tout à fait. Donc il faut être sur les mots extrêmement prudent, mais savoir ce que l'on veut. Que veut-on pour notre pays? On veut un pays dans lequel notre communauté nationale soit apaisée, qu'elle soit dans l'équilibre. Et donc, si l'on veut qu'elle soit apaisée, ça signifie qu'il faut observer ce qui se passe, quelles sont les inégalités, quelles sont les discriminations et comment peut-on les corriger. Pour cela, il faut connaître la réalité de la situation. Donc je dis, c'est effectivement une des raisons. À étudier si... Meilleure connaissance, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas de connaissances. Et quand on donne des visas, quand on donne des titres de séjour, quand on délivre un certain nombre de documents officiels, administratifs, notamment pour des autorisations de séjourner sur le territoire français, on a déjà beaucoup d'éléments. Donc un recensement plus pointu. Voilà. Un mot sur le psychodrame du Front National. Jean-Marie Le Pen suspendu, vous approuvez? C'était le moment. Moi, je suis pas, non, vous n'êtes pas un spécialiste du Front National, mais politiquement parlant. Écoutez, ce spectacle, à vrai dire, me met comme citoyen mal à l'aise, parce que c'est un spectacle d'une telle violence inédite, je veux dire, qui s'étale ainsi aux yeux de l'opinion. Je trouve que il y a quelque chose de malsain. Maintenant, sur le fond, est-ce que les électeurs du Front National trouveront bien que la fille écarte celui qui a été le fondateur du parti dont elle a bénéficié?
C'est une question, mais je ne peux pas y répondre. Est-ce que cette crise profonde au sein du Front National, finalement, ne serait pas du pain béni pour Nicolas Sarkozy, qui cherche à regagner une partie de son électorat perdu, qui était parti au Front National en 2012 et qui l'a empêché de gagner quand on voit l'étroitesse du score, sa défaite face à François Hollande. Et je vous rappelle qu'il y avait eu 6 200 000 voix pour Marine Le Pen et qu'il avait perdu de 1 100 000 voix face à François Hollande. Christian, est-ce que ça profiterait la réalité, à Nicolas Sarkozy? D'abord, nous souhaitons, bien sûr, nous adresser à tous les électeurs, et nous ne considérons pas que les électeurs du Front National, ce sont des sous-citoyens, des sous-électeurs. Nous, notre ambition, ce n'est pas de les convaincre par défaut, c'est-à-dire uniquement par les fautes qui sont commises majeures par les dirigeants du Front National et par le spectacle qu'ils donnent aujourd'hui, mais nous souhaitons les convaincre en leur démontrant d'abord que le programme du Front National conduirait inéluctablement son application, conduirait inéluctablement à l'isolement de notre pays et à l'appauvrissement des Français. Christian Mallard s'en souvient certainement. J'étais à l'époque, je n'étais pas au gouvernement, pas encore au gouvernement, mais j'étais déjà parlementaire européen. Je me souviens très bien que lorsque la petite Autriche, il y a eu cette coalition dans laquelle il y avait Jörg Haider, qui était un leader d'extrême droite, en quelque sorte l'équivalent, qui avait été au pouvoir. L'Autriche avait été totalement isolée. Je me souviens du chancelier arrivant au Parlement européen et les 2/3 du Parlement partant. Donc, un petit pays respectable, mais petit, comme l'Autriche, avec l'extrême droite au pouvoir, c'était une catastrophe pour ce pays en termes de regard qui lui était porté. Bon. Donc là, ça conduirait à l'isolement de la France et ça conduirait, je pourrais démontrer, conduirait à l'appauvrissement des Français. D'ailleurs, les gens le comprennent. Vous savez, quand le programme annonce une augmentation de 200 € des salaires inférieurs à 1500, c'est très sympathique, mais ça coûte 20 milliards. C'est pas faisable. Bon, où est-ce qu'on va le prendre? On va le prendre dans la poche des contribuables. Donc vous allez tenter de démontrer à vos électeurs que vous avez des vraies solutions et eux, c'est des solutions fictives. Oui, non, mais vous montrez, encore une fois, que ça conduit à l'isolement, que l'application de ce programme conduira à l'appauvrissement des Français. Christian Mallard a évoqué l'euro, bien sûr, la sortie de l'euro qu'il propose. Et on les entend un peu moins d'ailleurs en ce moment. Il le propose, c'est écrit noir sur un programme. On sait très bien que ça serait le renchérissement, par exemple, de la facture de chauffage, de la facture du plein de la voiture, entre 15 et 27, 28%. Je ne sais pas si les Français, c'est ce qu'ils attendent. Donc nous, notre devoir, c'est d'expliquer ça et de démontrer que oui, non seulement on les entend, mais on les écoute, ces électeurs et les messages qu'ils nous adressent. Donc oui, il y a un certain nombre de messages pour lesquels nous devons être prêts à répondre. Alors, vous disiez tout à l'heure que ce serait bien qu'on apprenne à peut-être mieux connaître nos populations. Là, les députés ont voté la loi sur le renseignement, une loi qui a été très critiquée, notamment même par la société civile. Pensez-vous qu'il y a des éléments importants qui auraient dû figurer dans cette loi qui finalement ne figurent pas pour lutter contre le terrorisme? Bon. D'abord, première réflexion, qu'est-ce qui menace notre pays? Est-ce que c'est une menace qui pèse sur nos libertés? Ou est-ce que c'est le terrorisme qui menace notre pays? Aujourd'hui, je pense que c'est le terrorisme qui pèse sur notre pays plutôt que des menaces pesant sur l'exercice de nos libertés. Même s'il faut être vigilant, même s'il faut voir où on met le curseur. Donc, première réflexion. Deuxième réflexion, est-ce que cette loi sur le renseignement va dans le bon sens? Je dis que globalement, oui, elle va dans le bon sens. Troisième réflexion, est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels on aurait pu aller plus loin? Oui, il y a un certain nombre de pistes. Je vous donne un exemple. La pénalisation, par exemple, de la consultation des sites djihadistes n'est pas prévue par la loi. Ça existe pour la consultation des sites pédopornographiques. Pourquoi ça n'a pas été retenu? Il faudrait que ce soit un délit. Consulter un site djihadiste, c'est soit un délit. Comme en Espagne. En Espagne, c'est déjà le cas. Voilà, que ça soit du pénal. Bon. Et je vous donne un deuxième exemple. C'est en matière de renseignement pénitentiaire. La loi fait beaucoup progresser sur le renseignement en général. À mon avis, pas suffisamment sur le renseignement en milieu pénitentiaire. Sur les échanges d'informations dans les prisons. On sait bien sûr que là aussi, c'est un foyer potentiel d'émulation ou de recrutement djihadiste. Bon, là, sans doute, on aurait pu aller un peu plus loin. On entend quand même beaucoup de personnes dire que cette loi est quand même liberticide. Moi, j'entends disant les juges ne peuvent rien dire, la loi, elle est appliquée, tout le monde va être sur écoute, alors que finalement, même si c'est uniquement le terrorisme qui est concerné, est-ce que finalement, on va pas être privé une partie de nos libertés? C'est ce que je vous dis, il faut trouver toujours naturellement un équilibre, pour voir où on met le curseur.
je pense qu'aujourd'hui, le danger porte plus sur le terrorisme que sur nos libertés. Donc, à partir de là, je pense que ce texte va dans le bon sens. L'actualité cette semaine, c'est aussi l'UMP qui doit s'appeler les Républicains. Enfin, je dis doit parce que les adhérents à ce jour, enfin les adhérents qui ont payé, qui sont à jour dans leur cotisation, vont voter prochainement. Est-ce que vous imaginez qu'ils puissent dire non à ce nom des Républicains? Je ne l'espère pas, par définition. Mais c'est un risque quand même. Bien sûr, à partir du moment où il y a un vote, il y a toujours un risque, ça va de soi. Enfin, il y a un mouvement, on nous avait annoncé des difficultés, des combats, des arrière-pensées, des petits coups, enfin bref. C'est pas du tout ce qui s'est produit. On a eu hier une réunion de notre principale instance, qui est le bureau politique. Dans ce bureau politique, ça s'est déroulé de manière totalement apaisée, de manière sérieuse, de manière d'ailleurs plutôt amicale, et il n'y a pas eu une seule voix contre le changement de nos règles de fonctionnement, parce que Nicolas Sarkozy a voulu davantage de démocratie. Il a voulu que quand on prendra sa carte d'adhérence, ça soit en même temps une carte d'électeur, c'est-à-dire que la personne qui nous rejoint, bien sûr, contribue, bien sûr, sera associée, mais sera amenée à donner son sentiment à la fois sur les hommes, puisque les présidents, par exemple, des fédérations départementales seront élus directement, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, et en même temps donneront leur sentiment sur les grands sujets, les grandes options de notre famille politique. Et puis, il a souhaité effectivement que le non soit soumis au vote. Il est plutôt confiant, Nicolas Sarkozy, par rapport à ce vote du 28 et 29 mai. Il est, ça ne vous surprendra pas, volontaire. Alors, voilà. Concernant la future primaire, visiblement, quand on regarde les sondages, vous allez me dire qu'il faut être prudent avec les sondages, mais enfin, il y a quand même les sondages. Il est le favori, Nicolas Sarkozy est le favori des militants. Mais si on regarde l'ensemble du vote de la population, on s'aperçoit qu'il y a Alain Juppé qui est au milieu, qui serait celui considéré comme étant le plus capable de ratisser à gauche, au centre, et de gagner. Oui, et de gagner face à Hollande. Bon. Écoutez, bon, d'abord, vous avez raison, c'est votre métier de regarder les enquêtes d'opinion. Oui, vous ne les regardez pas. Et je vous mentirais si je vous disais que je ne les regarde pas. Donc, comme je les regarde aussi un peu, tout en étant très lucide, c'est une photographie d'instantané. Est-ce que ça il y a 2 ans l'élection. Dans 2 ans, ça sera ça. Bon, ce que vous dites, et pardonnez-moi, Christian Ballard, ça me surprend un peu daté. Parce que ce que vous décrivez, c'était d'il y a quelques semaines, quelques mois. Les plus récentes enquêtes d'opinion ne montrent pas cela. Les plus récentes. Qu'est-ce qu'elles montrent? Les récentes enquêtes d'opinion montrent que Nicolas Sarkozy est le préféré, ce qui, encore une fois, ne me surprend pas et me fait plaisir, et me semble d'ailleurs assez cohérent et logique, est le préféré des sympathisants de l'opposition. Mais c'est de l'opposition. L'opposition. Oui. Mais j'imagine que vous me parliez des primaires. Nicolas Sarkozy, plusieurs ont réclamé les primaires. Nicolas Sarkozy a indiqué que ça ne lui posait aucun problème. J'ai d'ailleurs moi-même participé au groupe de travail des primaires. Donc toute personnalité qui se reconnaît dans les valeurs de la droite et du centre, toute personne qui souhaite ardemment l'alternance, que c'est l'engagement qu'on prendra quand on signera, et toute personne qui paiera 2 € pour être tout à fait complet, pourra naturellement s'exprimer à l'occasion de cette primaire. Vous nous décrivez un climat idyllique, tout va bien. Écoutez, je ne sais pas si ça vous réjouit ou ça vous attriste. Peut-être journalistiquement, c'est peut-être plus compliqué. Mais oui, honnêtement, interrogez d'autres personnalités que moi, vous verrez, on a eu une réunion qui était extrêmement positive, constructive. Et si vous voulez, nous avons organisé et acté le principe des primaires. Nous avons adopté le principe de ces nouveaux statuts. Nous avons adopté hier le changement de nom. Nous avons gagné les élections départementales. Vous avancez. Nous sommes aujourd'hui d'ores et déjà la première force militante, la première force nationale, la première force territoriale. Donc oui, honnêtement, je ne peux pas dire que ça aille mal. C'est ça, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que Alain Juppé ne risque pas d'être un problème quand on voit qu'il serait prêt, je dis bien serait prêt à la limite, à se mettre d'accord avec M. Bayrou, qui est le monsieur grand écart, qui va avec la gauche, qui est prêt avec la droite? Oui, mais chacun, encore une fois, peut choisir le positionnement auquel il croit. D'ailleurs, moi, je fais bien sûr crédit à Alain Juppé de conviction. Je vous dis simplement, Alain Juppé, lui, par un postulat, oui, tout à fait, François Bayrou, c'est parfait, c'est très bien, il faut s'entendre. Écoutez, moi, c'est pas exactement mon analyse. Moi, dans la posture du traître, si je peux dire. Nous voulons, bien sûr, créer une grande formation de rassemblement de la droite, du centre. Et il y a François Bayrou, dès lors que François Bayrou, qui a été un des artisans
du succès de François Hollande dira qu'il s'est trompé, parce que je pense qu'il a dû découvrir qu'il s'était trompé. Quand il dira qu'il s'est trompé, il n'y a absolument aucune difficulté. Mais c'est vrai qu'il y a une ambiguïté. Donc il faudra lever cette ambiguïté de sa part. Brice Hortefeux, vous qui êtes un intime de Nicolas Sarkozy, comment va-t-il ? Écoutez, il va... Pas qu'il soit volontaire, comme vous me l'avez dit tout à l'heure. Oui, mais écoutez, il va très bien. Ce qui m'impressionne, encore une fois, vous avez raison, je le connais depuis très longtemps, c'est toujours cette même énergie, cette même passion, il veut ce même engagement. Il veut autant aller à la présidentielle que dans la présidentielle, il le dira le moment venu. Si vous me posez la question à moi, oui, bien sûr, moi je souhaite qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. Il le souhaite, pourquoi ? lui ? Mais ça, je n'en sais rien. Il s'exprimera le moment venu. Mais ce qui est frappant, c'est que c'est son trait de caractère, c'est que quand il s'engage totalement, il s'engage à 100%. Et Christian Mallard l'a observé dans sa vie publique, c'est aussi quelque chose qui est un sentiment qui est largement partagé. Donc, oui, il est aujourd'hui totalement engagé et heureux de ce qu'il fait. Merci Brice Hortefeux, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes député européen UMP, ancien ministre de l'Intérieur, ancien ministre de l'Immigration. À la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Tout est politique. Belle semaine à vous.